faisait longtemps. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum Pour une nouvelle émission et pour une nouvelle année de la boxe. Ça faisait très 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 longtemps que j'en avais pas fait une et franchement, ça me manquait. C'est une de mes émissions préférées, évidemment. Et on est de retour pour une année qui en fait est presque naturelle d'en parler, puisque je me suis rendu compte que c'est une année qui a traversé d'innombrables discussions box sur ma chaîne. Vraiment d'innombrables discussions box. C'est une année où la boxe est encore une fois euh, étincelante. C'est une année où euh, les choses vont se dévoiler. Je trouve que c'est une année de dévoilement et c'est même une année de tumulte. Le tumulte, vous savez, c'est ce moment où l'eau est en train de vombrir avant et de frissonner avant de bouillir. Et ben 1991, c'est exactement ça. Et c'est parfait puisqu'on va pouvoir faire la suite de 1990. Et en 1991, c'est une année extrêmement claire, de clarification si je puis dire, puisque les forces en présence vont montrer leur visage. La concurrence va être visible, que ça soit au niveau des hommes. Sportivement, les grands concurrents vont se faire connaître, ou plutôt vont pleinement se dévoiler. Et les match-up euh, de très grands combats, d'immenses combats, qui sont maintenant aujourd'hui mythiques, commencent là. C'est une année où la concurrence devient claire, en termes de business et aussi en termes de network. Donc 1991, c'est une année extraordinaire. On découvre Nirvana, on se mate Twin Peaks sur la 5, vous vous souvenez de ça? Hein? On est comme ça, what the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je comprendrai bien plus tard en quoi c'était un truc de malade. Tu vois, on regardait quand même de façon éberluée. Je sais que les vrais de la 5 s'en souviennent. Et, euh, et c'est une année folle en termes de boxe. Et une année qu'on va revivre, notamment avec plusieurs passages de discussion Hall of Fame qu'on va retrouver ici, 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 tu vois, qui ont traversé, qui se sont arrêtés sur 1991. On est donc le 9 février 91, on est au Madison Square Garden. Alors, j'ai l'impression que c'est un Madison Square Garden qui est rempli à 75%. Est-ce que je me trompe, Christian? Effectivement, et c'est vrai que quand on arrive, alors on a fait la conférence de presse, on a fait pas mal de choses, on a fait, tenez, regardez là, ici. Ah ouais. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on Avec sa voit casquette? Léonard avec le jeune Delcourt? Tout à fait. Avec sa casquette. Ici, là, avec la casquette. Et oui, on est un petit peu étonné. Pour moi, c'est la première ici au Madison, et de ne pas voir le Madison rempli. Jean-Claude m'en a tellement parlé que bon, ça, c'est un petit peu j'ai pas dire une déception, mais on est là pour une grande affiche. On se dit, mais donc ça veut dire que Léonard n'attire pas, Léonard n'attire plus. Et c'est vrai que quand on regarde dans cette réunion, bon, il y a bien sûr le frère Orlin Norris qui va combattre, mais cette affiche quand même, elle vaut son pesant d'or. Mais comme on l'a dit très bien, on se demande, voilà, et beaucoup pensent que ça peut être effectivement le dernier combat de Léonard. On ne peut pas faire des comebacks comme ça depuis 1982 et revenir en 84, et repartir en 87, et revenir en 88. Ouais, bien sûr. C'est juste pas possible. C'est l'histoire. Alors, quand on voit l'affiche là, on voit Léonard Norris et on voit le beau Léonard avec son short blanc.
Et c'est pas le short blanc qu'on va voir Non. sur le ring. Short Il noir. va arriver avec un short noir. Mm. Et on va pas dire qu'on va à l'enterrement de Doris, mais on comprend dès le début du combat que ça va être difficile pour lui. Ah, Il a plus 20 ans. il Il a a un plus les jambes. boxeur qui est qui est son idole, hein, qui est son idole. Et Orlin Norris qui, même après ce combat, donc qu'il va remporter, on va en parler, ça restera toujours son idole et son ami. Oui, alors bah des amitiés comme ça, moi je suis content de pas trop en avoir parce que moi je vais vous dire mon ressenti c'est que effectivement Léonard il a plus les jambes, ça se voit. Et il lui a vraiment manqué les jambes ce soir-là parce qu'il aurait eu besoin d'un gros jeu de jambes. Et à l'inverse, t'as un Terry Norris qui marche sur l'eau, c'est-à-dire son jeu de jambes il plane totalement. Et tu te dis il peut le finir s'il veut. Et puis, comme le dit, il tergiverse, je pense, émotionnellement, comme le dit Christian, il veut pas le finir. Mais sauf qu'il fait durer le combat, et sauf qu'il fait mal, quoi. Parce que il le fait mal pendant 12 rounds, et parce que et là, Léonard, il en a aussi dans le pantalon, parce que il faut les tenir, hein, ces 12 rounds, hein, il faut les tenir. Donc il a été ultra courageux, Léonard. Mais sauf que bon, c'est une dérouillée de 12 rounds, je me demande qu'est-ce qui était, tu sais, le plus, comment dire, le mieux pour lui. Et puis, à noter, il va avoir des knockdowns. Il va avoir un premier knockdown au deuxième round, et là encore, alors qu'il aurait pu se retenir de lâcher le dernier coup, alors que Léonard est déjà à terre, il ne le lâche pas encore. Ça devient un peu un pattern chez Norris. On voit encore on va dire ce mauvais geste, parce qu'il n'arrive pas à réfréner sa hargne. Et on en parlera un petit peu plus tard. Antoine, sur ce combat, parce que c'est un combat très symbolique. Vous avez tout dit, Quand on lui tend le micro à la fin du combat, il dit "It's a sad victory". Il est triste en fait. Voilà, il a mis une dérouillée à son idole. Ça rappelle Larry Holmes contre Mohamed Ali. C'est un passage de témoin, mais tellement déséquilibré que au final on en garde un goût assez amer. Alors la remarque aussi, bon, évidemment, Norris est encore très jeune. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai regardé les statistiques, je me suis un peu replongé dans sa carrière, c'était déjà le cas contre Léonard. Norris est une espèce de super welter parfait. Jamais il est à 154 livres précisément à la pesée. On a l'impression qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts. On a l'impression que c'est un athlète qui naturellement passe toute sa vie à entre 151 et 153 livres. Et il fera c'est ça. Un truc extrêmement. Il ne changera jamais de catégorie. Voilà, c'est vraiment un athlète extrêmement sérieux et un gabarit extrêmement naturel dans cette catégorie. Tout à fait. Et ça s'est vu contre Léonard, qui redescendait des poids super moyens. Tout à fait. Oui, et tu as raison quand tu parles de ça, Antoine, parce que quand on le voit, et on le voit notamment à la pesée avec sa chaîne pèse lourd par rapport à ce qu'on voit là, que c'est un petit peu, voilà, c'est dénudé. Et notre ami Terry Norris, il aura fait toute sa carrière en poids super welter. Ils ne sont pas beaucoup comme ça à avoir fait ça, hein, parce que quand on regarde tous les champions qu'on a accompagnés sur Canal et qui sont passés des légers au super léger, au welter, super welter, moyen, blabla, et qui ont fait et été gagner des ceintures dans 4, dans 5 catégories différentes, lui, il est toujours resté au même poids. Et il nous disait qu'il avait du mal, il ne pouvait pas prendre de poids. Tout simplement, il ne pouvait pas. Il pouvait manger, il s'entraînait, mais il n'arrivait pas à passer la limite des poids moyens. Ouais, c'est ce qui est assez dingue, parce que là, c'est bien que vous le précisiez, c'est tellement rare d'avoir la confirmation qu'on a un athlète qui boxe véritablement à son poids naturel. Ouais. C'est tellement rare, tellement complètement. Rare. Voilà. Donc, dernière chose sur le Madison, parce que quand on a le pass média des grandes soirées boxe, etc. Après, bon, on sort pas tous de la salle. On est dans les travées, on discute, on parle avec les coins ou les teams, comme on dit maintenant, des boxeurs et tout ça. Enfin bref, il y a encore du relationnel qui se passe. Dis-moi si je me trompe, Christian, mais cette soirée-là, malgré la défaite, est-ce que tous les yeux et toutes les oreilles et toute l'attention étaient encore tournés dans l'après-match, dans les travées, vers Léonard? Et est-ce que finalement, Terry Norris, est-ce qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a peu
de journalistes qui se sont attardés sur lui. En fait, tout le monde est resté avec Léonard malgré la défaite. C'est ça qui s'est passé? Ouais, c'est vrai que quand vous voyez un boxeur comme ça et qui vous annonce sur le ring, il annonce sur le ring sa retraite. C'est pas toujours. Alors bon, il y a des gens qui l'ont annoncé, qui sont revenus, etc. Mais là, on comprend bien. Et je me rappelle vraiment quand on attend cette traduction et puis tout d'un coup, je suis pas un peu sonné parce que j'entends et que je vais traduire donc aux abonnés et leur dire ça y est, j'arrête, c'est terminé. Mais vous savez, il y a une chape de plomb qui vous tombe dessus parce que vous accompagnez toute une histoire pugilistique énorme. Parce que Sugar Ray Leonard, il a fait rêver mais plein de monde. Il redescend dans cette catégorie des super welter, mais il fait rêver, et il a fait rêver et il a fait vibrer mon copain Jean-Claude Boutier qui est à côté, qui lui a passé sa carrière dans les poids moyens, et Jean-Claude, il était là, je lui disais toujours, Jean-Claude, il est toujours bien moyen, je voyais ses mollets de coq, et je lui disais, mais tu vois, t'es bien ici, les mollets de coq. Mais c'est voilà une passation, non pas de pouvoir, mais une passation de génération qui se passe ce jour-là au Madison Square Garden. Mike Tyson s'engage, et ça c'est aussi ça a son importance, s'engage avec Showtime, et on arrive maintenant sur les combats Showtime de Mike Tyson, et ces deux combats-là, qu'on n'attendait pas, comme nous le dit Christian, sera contre un boxeur de l'époque aussi, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire. 2 ans plus tôt, il avait fait une énorme performance contre Michael Dox. C'est ce combat-là que je vais mettre tout de suite, excusez-moi messieurs, dames, tac, voilà, j'ai le ticket, c'est pas moi, mais je l'ai trouvé sur internet, le ticket de ce combat, on est en mars 91, Tyson Ruddock, on est au Mirage de Las Vegas, le Mirage qui vient d'ouvrir et qui est le phénomène à Las Vegas, un combat où Tyson physiquement est là, pugilistiquement parlant, il a perdu certains aspects qui font que le combat dure, le combat est plus serré qu'attendu, et il y a une grosse polémique avec une échauffourée à la fin du combat. Christian, qu'est-ce qui se passe? Oui, une échauffourée avec un arbitre qu'on connaît, qui est un des meilleurs arbitres que nous ait donné l'histoire de la boxe de ces dernières années. C'était bien sûr Richard Steele. Et Richard Steele, il va rentrer dans une polémique pour avoir soi-disant arrêté Donovan Razor-Ruddock dans la 6e reprise, de l'avoir arrêté peut-être un petit peu trop tôt. On se rappelle, on en avait parlé ensemble, puisqu'on avait fait ce fameux combat entre Julio César Chavez et Meldrick Taylor. C'était il y a quelques mois auparavant, il était déjà dans cette polémique, et à la fin de cet arrêt arrive vraiment une bagarre, des échauffourées entre les deux clans, entre le promoteur Mourad Mohammad, qui était à l'époque donc le promoteur de Ruddock, son frère aussi Delroy, qui vient s'en mettre, parce que dans ces moments-là, tout le monde est fort, tout le monde est champion du monde, on peut y aller et on peut se cacher derrière le frère, mais on s'en prend notamment à Richie Giachetti, l'entraîneur de l'époque de Mike Tyson, et bon, voilà, c'est ce qui ternit un petit peu cette fin de combat, mais on a vu un bon combat, et on a vu surtout un boxeur qui s'appelle Donovan Razor-Ruddock. On connaissait ses qualités, et on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui pouvait justement être, on va dire, au niveau de Mike Tyson, mais qui pouvait lui poser pas mal de problèmes, et c'est ce qu'il a fait dans ce combat. Antoine. C'est là encore, il fait partie des musclores qu'a affronté Tyson. C'est un type physiquement impressionnant, c'est une belle bête, objectivement. C'est un type qui a du punch, il a un bras avant assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est capable, lui, d'enchaîner donc du gauche, le jab, le crochet, le percute de façon très fluide. Il a une faiblesse, c'est qu'il fait des gestes un peu larges par moment, et c'est des coups à se faire contrer, en particulier contre Tyson. Bon. Donc c'est un peu à ça qu'il va goûter. Alors, il est mis à terre au 2e round et au 3e, mais le combat, vous l'avez dit tous les deux, est pas une boucherie.
C'est-à-dire que Rodok, il y va, il s'envoie, il reste pas derrière le jab, il envoie des coups puissants également, il touche sa cible. Ajoutons que, alors, Tyson lui envoie, je spoile pas le combat d'après, mais Tyson lui envoie des bombes au corps, des trucs qui font mal rien qu'à les voir. Enfin, objectivement, c'est un vrai combat de bons hommes. Et le 6e round est un round qui est plutôt dominé par Rodok, qui en met à Tyson et qui lui en met bien. Objectivement, c'est très spectaculaire. Les Pirates regardaient ce combat. Et alors, Rodok est déjà allé 2 fois au tapis. Sur une série méchante de Tyson au 7e round, il finit assis sur la 2e corde, le bras qui pendouille par-dessus la 3e. Objectivement, on peut comprendre qu'il y ait eu une polémique, mais le mec a déjà beaucoup donné, il n'y aura pas eu les cordes, ça ferait la 3e fois qu'il irait à terre pendant ce combat-là. Objectivement, on n'est pas là pour voir un mort sur le ring. Je peux comprendre le style. Voilà, je suis plutôt là-dessus. Si j'avais à me prononcer, je dirais un peu comme pour Taylor. Bon, objectivement, on en a eu pour notre argent. On veut pas voir de mort sur le ring. Le fait est que c'est un des boxeurs qui aura le plus fait souffrir un Tyson en bon état. On va dire ça comme ça, parce que Tyson est encore un boxeur qui a ses moyens physiques, qui est costaud, qui est pas encore trop Parce qu'il est usé jeune par la aussi. vie, on va dire ça comme ça. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a 24 ans seulement. Voilà. En dépit de ses phrases, qu'il a 24 ans. Et ce que lui met Rodok ce soir-là, c'est pas rien. Faut respecter les Canadiens sur ce coup. Et voilà, faut respecter les mecs de Toronto. Et donc, avec cette prestation, finalement, et l'échauffourée et la polémique qui en suit, eh ben, Don King, c'est du pain béni. Il a un rematch tout fait, quoi. Si on revient en France, parce que oui, la France est un gros marché de boxe à l'époque, et on va parler de lui, de la star française du moment. 91, c'est une année pour la famille Chioso, à la fois importante pour Fabrice, qui devient champion de France dans un très très gros combat contre Nicoletta, un des plus beaux combats de championnat de France dans l'histoire de ces championnats. Et puis aussi, c'est, comme vous le venez de voir, le combat entre Christophe Chioso et Victor Cordoba. Et c'est un moment de révélation, mais dont ce serait passé. Pourquoi c'est un moment de révélation? Parce que, à la fois, ça vous redit ce qu'était Christophe Chioso. Je vous montre, par exemple, une collection de cartes. Vous savez, les cartes il y avait la NBA, la NFL, les cartes américaines de collectionneurs sportifs. Et ben, il y en avait pour la boxe. Et Christophe Chioso avait sa carte. Ça vous dit quelque chose quand même de l'époque et de son statut. Il est quand même un nom qui est associé à la plus grande chaîne de télévision française TF1 et à des audiences qui feraient rêver toute chaîne du câble sportif aujourd'hui. Et Christophe Chioso va affronter, pour défendre sa ceinture WB et des super moyens, va affronter ce Colombien absolument inconnu, connu ni d'Ève ni d'Adam en France, absolument, et qui finalement va être plus que le trouble fête, il va gâcher la fête. Mais ça pouvait être prévisible. Pourquoi? Parce que après cette victoire, ce titre obtenu en 1990, grande date pour la boxe française, Christophe Chioso va enchaîner 2 défenses de titre trop faciles. Presque, si on était un petit peu dur, presque indigne, mais qui passe, notamment contre un Whittaker, mais c'était pas Pernel, je crois que c'est Paul Whittaker, je parle de nom. Voilà, enfin 2 défenses qui sont trop faciles. Et Christophe finalement est un boxeur avec un talent incroyable, on le sait tous, mais qui avait peut-être besoin d'un rythme plus soutenu en termes d'adversité, la preuve, et qui va affronter là un mec, Victor Cordoba, qui me fait par bien des égards penser à Edison Miranda qui arrivera des années plus tard, mais en bien meilleur que Miranda finalement. Puisque c'est un Colombien qui va plus que prendre sa chance, mais qui est finalement
va poser un problème dans l'équation insoluble pour Christophe Chiozo. Alors apparemment, Christophe Chiozo avait peut-être n'était pas comment dire, prêt comme il le fallait, ça se voit un peu, mais d'autant plus que Christophe Chiozo n'est pas comment dire, un athlète naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'athléticisme, comme disent les Américains, en lui. Voilà, il est. Et c'est pas c'est pas un Apollon, tout ça, c'est un travailleur, il n'y a pas de problème, c'est un grand sportif, mais en termes d'athléticisme, encore une fois, le bas va blesser tout de suite, puisqu'il a un mec qui est certainement très très bien réhydraté. Il a la science de la réhydratation peut-être à l'époque. Alors je ne sais pas hein, si Victor Cordoba était déjà dans ces techniques-là, je n'en sais rien. En tout cas, ça crève les yeux sur le ring. Le mec est fringant, le Colombien est fringant, athlétiquement très très fort et dur au mal. Ce qui fait que Chiozo, il va à la boxe, il va en bougeant extrêmement bien, il va. Voilà, mais le combat dur est amené par Victor Cordoba. Tout ce qu'il lance est dur et fait mal à Christophe Chiozo, qui est dès la mi-combat, et on le voit, est amoindri dans son énergie et qui malgré tout tente, essaye d'avancer, et alors que lui ne fait pas tant mal que ça à son adversaire. Il y a un 7e round où on se dit il va mieux. Peut-être les choses peuvent changer, mais la physicalité de Victor Cordoba va être impressionnante. Et 2 rounds plus tard, je crois que c'est le 9e, 2 rounds plus tard, la messe est dite. Presque dans un silence de cathédrale, si je puis dire. Le Chiozo est arrêté après avoir souffert, non pas une avalanche de coups, mais par une série de coups très très durs qui le marquent, avec un arrêt qui a posteriori un arrêt complètement logique. Et c'est un gros coup d'arrêt. C'est la fin du Christophe Chiozo champion, qui finalement, peut-être par bien des aspects, ne pouvait pas rester à ce statut de champion si longtemps que cela. Victor Cordoba est impressionnant, imposant, et aura les grands combats par la suite finalement. Il aura les grands combats parce que on en parlera peut-être plus tard d'un personnage qui s'appelle Michael Nunn. Il aura les 2 combats contre Michael Nunn, qui était quelqu'un d'hyper important à l'époque. Si vous m'avez écouté en 1990, il était venu contre Donald Curry à Paris-Bercy, et c'était vraiment faire venir 2 grosses stars à l'époque. Et donc 1 an plus tard, Victor Cordoba prend le titre à Christophe Chiozo et aura, quelques mois plus tard, aura ses combats contre Michael Nunn. Voilà sur quoi et à côté de quoi est passé Christophe Chiozo. C'est une douche froide. C'est une énorme douche froide dans l'histoire moderne de la boxe. Voilà, un gros coup d'arrêt, qui continuera d'ailleurs en 92. Un gros coup d'arrêt, mais on le verra, c'en est pas fini pour des très très grosses soirées de boxe en France. Le Big Fight arrive en 91, ça c'est quelque chose que tu as vécu, je sais très bien. Moi je l'ai pas vécu au moment même, mais quelques années plus tard et tout. C'est un truc là, attention, ça va être électrique là, et tout. L'affiche en plus est magnifique. Voilà. Je te mets ça tout de suite, mon pirate Antoine. Le kiff. Voilà. Voilà. On arrive sur Foreman, Holyfield, on est au Trump Plaza avec Donald qui sera dans le public, bien sûr. Atlantic City ne vit que pour ça. Ça va être un record de pay-per-view. Ce combat va être un record pour déjà les bourses des boxeurs, mais un record de pay-per-view. Ça va enthousiasmer la population américaine et pas que les fans hardcore de boxe. Et on se dit, bon, George Foreman, que va-t-il proposer à Evander Holyfield? Et Evander Holyfield lui-même, qui est dans la catégorie depuis quelques temps, qu'est-ce qu'il va proposer? Et en fait, ils ont proposé un combat de légende. Tout simplement. Oui.
combat magnifique. Un combat qui a aussi qui crée un vrai engouement en France. C'est le premier combat que j'ai regardé. J'étais en classe de première. C'est un des tout premiers combats que j'ai regardé en direct avec un camarade de classe devant Canal la nuit avec des chips, avec du coca. On n'avait pas encore de bière, hélas. Mais c'est donc pour susciter ça, il fallait que ce soit une belle affiche. Et en effet, l'équipe en a beaucoup parlé, ils ont fait monter la sauce. Les gens ont accroché, les gens ont acheté ça parce que Foreman gardait cette image d'ancien rival de Mohamed Ali et ça fascinait les foules de se dire que le même mec qui avait boxé Ali se pointait à la limite de l'obésité 10-15 ans après pour affronter une espèce de super athlète moderne, bien nourri aux hormones, comme l'était le Holyfield surgonflé de ce moment-là. Enfin, le contraste entre les deux était très vendeur. L'affiche le représente très bien. Ah ben c'est clair, c'est clair. T'as le robot d'un côté et puis la bête de l'autre. Et puis Holyfield aussi on s'interrogeait un peu sur lui à l'époque parce qu'il avait battu le fantôme de Buster Douglas. C'était un grand lourd léger, ça oui, mais il n'avait pas de grande victoire en poids lourd. Pas véritablement. Donc il y avait ce procès, ce doute sur ses légitimités, parce qu'il n'avait pas encore eu la trilogie contre Bo, parce qu'il n'avait pas encore affronté Tyson. Donc il y avait les gens disaient avant le combat, c'est improbable, mais on y croit. Les gens étaient évidemment pour Foreman, et il y avait, voilà, il pouvait le faire. Et comme tu l'as dit, quand on regarde, je crois, le round 6 de ce combat, il n'est pas très loin, Pépère. Ah oui, non, pour Foreman, oui. Mais pugistiquement parlant, ça a été fort parce que Foreman, il arrive avec déjà son physique, cette montagne, mais il arrive avec un excellentissime jab qui vient perturber Holyfield, qui vient perturber parce que le jab est beaucoup plus précis qu'on. Enfin, revoyez ce combat. Il y a des rounds au début qui sont vraiment pour Foreman. Voilà. Oui. En plus, quand Foreman arrive à passer le bras arrière, façon tout le stade a l'impression de se le prendre en pleine tête. Voilà. Et c'est aussi, je pense, l'avènement aux yeux du monde, même s'il avait contre Michael Dox déjà montré des choses et contre Alex Stewart, mais du Holyfield Warrior. Du Holyfield qui va rester. Tu m'en mets une, je vais t'en mettre deux, je vais rester, ça n'a pas le problème. Et le 7e round, pour moi, c'est l'éclosion du real deal. C'est vraiment l'éclosion. Un 7e round à avoir frisson garanti. Frisson garanti. Absolument, c'est un vrai bon combat, très improbable et qui c'est un combat important parce qu'il légitime les deux. C'est-à-dire que d'une part, Foreman démontre que c'est pas une blague, et d'autre part, Holyfield, comme tu l'as rappelé, rappelle que c'est peut-être pas le type le plus doué de l'histoire des poids lourds, mais il a un cœur absolument indéniable. Tout à fait, vraiment, ouais. Ils sont allés au cœur les deux, parce que ça a été dur aussi pour George Foreman, parce qu'il est dans le dur, George Foreman. Mais voilà, on a tendance à penser que George Foreman peut tout encaisser. Non, il est dans le dur et ça tient. Moi, c'est un truc qui te met bouche bée. Et quelle époque! Parce que ce combat-là, on n'en parle pas tant que ça entre fans aujourd'hui quand on sort les grands combats du passé. Parce que ce combat-là, il arrive dans une décennie qui est dingue. Voilà, l'année suivante, il y aura Bo Holyfield qui fera qu'on n'y pensera même plus à Holyfield Foreman. Mais replongez-vous-y. 1991, quelle année? Et on se retrouve en mai, déjà, pour un affrontement qui, au vu de l'histoire, sera légendaire. Alors ça me fait très plaisir puisque j'enregistre cette émission au lendemain du combat entre Errol Spence et Yordenis Ugas, et dans les tribunes VIP, et ben ils étaient ensemble, voilà, et taper la causette ensemble, c'est très très bien de les voir ensemble. Qui ça? James Toney et Michael Nunn, qui vont s'affronter dans un combat complètement atypique par plein des aspects, au milieu de nulle part. Quand on dit milieu de nulle part aux États-Unis, on dit dans l'Iowa. Qu'est-ce que tu fous dans l'Iowa? Alors je crois que peut-être Michael Nunn était du Midwest, peut-être à l'origine, voilà. Et peut-être que je crois que c'est à Davenport, Iowa. Il y a peut-être fait un fer. Vous savez, un fer, c'est
toutes les régions agricoles américaines, canadiennes, c'est des grandes kermesses, on fête ça. Ça arrive un peu tôt à mes yeux, en mai, mais voilà, c'est un énorme combat. Michael Nunn est comment dire, est un nom, au moment des faits, en 91, est un nom où on se dit qu'en termes de boxe, et chez les moyens, est-ce qu'on n'a pas là peut-être un petit prodige? Un petit prodige, je devrais dire un grand prodige, puisqu'il est immense pour sa catégorie. Il est très très grand, il a une très très longue allonge, il a une boxe pure assez impressionnante, il est gaucher de surcroît. Michael Nunn, c'est assez impressionnant, il prend le titre, encore la ceinture plutôt, dans un KO retentissant, c'est en 89 contre Calombe. Retentissant, il est très très connu ce KO. Et puis il va enchaîner contre Iron Barclay, il va enchaîner contre Marlon Starling, il va enchaîner aussi contre, et j'ai un trou de mémoire, mais encore un grand grand nom de l'époque, évidemment, que j'ai oublié. Enfin, il enchaîne combat sur combat, mais tous, et là, il aurait fallu peut-être un peu s'arrêter et ne pas rester que sur l'aspect technique de Michael Nunn, hyper impressionnant, c'est que tous ces combats ne sont pas gagnés par KO, à la différence de sa prise de titre. Et parfois il a du mal, il y a des majority decisions, ça veut dire qu'il y a des juges voire match nul, qui se répètent d'ailleurs, et donc il arrive pour défendre son titre contre James Toney, qui est une terreur de Detroit au moment des faits, et qui va pour le titre et qui a un vrai dur. Sauf que ce qui va se passer, c'est que on est sur l'affrontement de deux, ouais, n'ayons pas peur des mots, de deux génies pugilistiques. Donc des combats comme ça reste. Et Toney, aussi bon soit-il, aussi rapide de bras soit-il, aussi aisé soit-il dans ses enchaînements, etc., et ben, il a un problème de taille. C'est la fameuse allonge et le mouvement de Michael Nunn. Et Michael Nunn en joue parce qu'il sait très bien à qui il a affaire. Et donc c'est du in and out qui favorise Nunn, même s'il y a un round, encore une fois je parle de mémoire, qui est le 5e si je me souviens bien, où Nunn va rester plutôt en face, et là vous avez un festival de mecs qui slip les coups l'un l'autre et qui font des remises. C'est assez magistral. C'est assez magistral à voir. Mais toujours est-il que Toney a des problèmes avec l'équation à résoudre de la distance et du mouvement. Et Michael Nunn ne s'y perd pas, mais au fil du temps, on se dit, bon, le mec, s'il nous fait ça en 12 rounds, il gagnera. Toney est derrière, malgré son envie, avec, et ça sera assez rare, ça arrivera quelques fois, vous le savez très bien, ça arrivera aussi en 94, avec un manque de solution. Mais Nunn produit un tel effort que parfois il fatigue. Et je pense qu'en termes aussi de conscience, et tu sais, d'avoir toute sa tête, il fatigue, et donc parfois il reste plus en face. Ça bouge un petit peu moins. Et ces petits moments où ça bouge un peu moins, Toney arrive à capitaliser, arrive un peu à revenir, et revient, tranquillement, il revient. Et c'est très très intéressant à voir. Et puis il y a un 11e round où Nunn, encore une fois, fait une erreur, et le crochet du gauche, si je ne m'abuse, crochet de Toney, où Toney met toute sa vie dedans, vient terrasser Michael Nunn. Ce qui est fou, c'est que Nunn arrivera à se relever de ça, parce que c'est un crochet. Perfect timing, qui arrive là où il faut. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant, et je vous conseille vraiment de le voir. C'est propre, c'est beau, et Nunn arrivera à se relever, mais Toney, en excellent finisseur, fera extrêmement mal et knockera pour le compte. Enfin, le coin de Nunn arrêtera, à savoir qu'il y avait Angelo Dundee dans le coin de Nunn. Nunn était connu pour travailler avec Joe Gosson,
le Joe Gosson jeune, voilà, mais il n'est pas là. Et, les gens de son coin monteront sur le ring parce que ça devient critique. Ça devient critique. Il est complètement désarticulé sur le second, troisième knockdown, enfin, sur son, comment dire, sa chute. Et c'est une prise de titre presque inespérée pour Toney, qui a cru jusqu'au bout. Et c'est sa première prise de titre. C'est légendaire. C'est tout simplement légendaire. Michael Nunn, je vous en ferai certainement une vidéo très prochainement sur Michael Nunn parce qu'il y a une vie derrière ça, hein, il prendra des vrais chemins de traverse. Voilà, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un moment assez extraordinaire et ça se passe en mai 91. On se régale. Et on revient parce que donc là, la carrière prend une autre dimension parce que avoir le scalp de Léonard, ça veut dire quelque chose. Donc la carrière de Terry prend une autre dimension. Et donc on va parler du combat qui arrive juste après, où là encore, c'est pas rien, mais il se prend un Hall of Famer. Ce monsieur est devenu un Hall of Famer, je crois, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois qu'il y a peut-être 2 ans, il a été intronisé au Hall of Fame. Voilà. Et c'est aussi un combat générationnel, très peu connu, très peu connu, mais on va s'y attarder quand même un petit peu. C'est voilà. Vous voyez, ça Palm Springs en Californie, Terry Norris, non pas contre Meldrick Taylor, ça arrive, mais contre Donald Curry. Contre Donald Curry, j'ai même une photo vous voyez, ce qui apparaît, je vais mettre en dessous d'Antoine, cette photo. Voilà, alors Donald Curry a son short bleu. Alors, Terry Norris arrêtera la carrière de Mugabe, d'une certaine façon arrête la carrière de Léonard, et ce soir-là, il va arrêter la carrière de Curry dans un grand combat de pugilisme, un grand combat de boxe. Il faut le rappeler, il est très peu connu, mais encore une fois, c'est de la boxe, comme on dit en anglais, 101, tout est là, ça montré dans toute école de boxe, c'est tout. Voilà, il y a pas de tergiversé. Et puis un Donald Curry qui dans deuxième partie de combat va essayer, va tenter encore de faire bonne figure, mais ça va craquer parce que face à Terry Norris à ce moment-là, ça finit par craquer. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce que tu dis est très vrai, c'est une pépite ce combat et pourtant il est très peu cité. En fait, à ce moment-là, Curry a une cote assez faible parce qu'il a été battu par René Jacos, qui était une surprise. C'était pas sa première défaite d'ailleurs. On a l'impression que c'est un boxeur sur le déclin. On a l'impression que finalement il a donné tout ce qu'il devait donner. Et affronter Terry Norris, dont on a évoqué la trajectoire ascendante, ça veut vraiment dire que le rapport de force n'est pas pour lui. En plus, tu montres l'affiche. Le combat auquel tout le monde pense et qu'on essaie de monter, c'est Norris contre Taylor. Donc, on est en plein build-up et finalement, il y a de bonnes chances sur le papier que Norris, comme on dit en américain, regarde à travers Curry pour déjà se projeter dans le combat d'après. Et Curry fait quelque chose d'assez remarquable. Il a plus vraiment de jambes en fait, par rapport à ses meilleurs combats, par rapport au moment où McCallum l'étale, par rapport à ses meilleures années. Il a plus tout à fait les jambes. Tout à fait. Et il adapte son style avec beaucoup de courage. Il boxe en brawler contre Norris. Il avance sur lui comme un bagarreur. En brawler, B-R-A-W-L-E-R, hein. Brawler. Ouais, c'est sans accent. Et finalement, il donne une très belle réplique à Norris. Et le combat devient disputé et devient une vraie bagarre. Ce qui, sur le papier, n'était pas tout à fait gagné, parce que un type qui massacre Mugabe en moins d'un round, en théorie, il pouvait tout à fait se payer Curry rapidement. Et en fait, le combat dure, je crois, jusqu'au 8e round. Il y a un KO assez dur. Hein. Bon, Curry va d'abord au tapis, puis il y a un KO assez dur, mais il leur a vendu sa peau extrêmement chèrement, et c'est beaucoup plus glorieux pour Curry que la défaite contre Jacko, qui était une surprise, la défaite contre Lloyd Hannigan, qui était une surprise, et la défaite contre McCallum, où il se fait étendre proprement. Là, c'est vraiment la mort d'un lion et il faut lui tirer un coup de chapeau. Oui. Et puis, on se rappelle que ce combat-là, cette défaite du Cobra, elle vient après une autre défaite, après la première grande réunion américaine qu'on avait organisée avec Canal+ et avec les frères Acariès à Bercy, et c'était face à Michael Nunn. Et là, faire venir le Cobra et Michael Nunn en France,
c'était quelque chose. Ouais. Et quand on fait venir Michael Nunn et le Cobra en France, que le Cobra est battu ensuite par Terry Norris, forcément, on se dit à Canal+, tiens, mais pourquoi on ne ferait pas venir Terry Norris? Et oui, on va y venir, on va y venir, on va y venir. Et avant de vous parler de ce rematch, toujours au Mirage, qui s'impose comme le concurrent du prestigieux Caesar Palace, dans ce rematch évidemment entre Mike Tyson et Razor Ruddock, qui sera, ça sera son année, même si ça sera, spoiler, 2 défaites, mais il apparaîtra comme le concurrent du moment, entre autres. Avant de vous reparler de ça, de ce combat qui arrive encore une fois sur Showtime, je dois vous parler de la carte, puisque c'est une soirée légendaire ce 28 juin 1991. Aussi, parce que dans le soleil du Nevada, puisqu'il fait encore jour au moment des faits, bien avant que Mike fasse son entrée dans cette arena à l'extérieur du Mirage, qui est maintenant, si je crois pas, si je me trompe pas, si j'ai regardé même les plans du Mirage, c'est maintenant enfin pas l'aquarium, mais c'est la piscine et c'est l'aquarium des dauphins. Donc ils n'ont plus de place pour faire, ce qui explique qu'il n'y a plus de box à l'extérieur du Mirage parce qu'ils ne pouvaient plus faire d'arena. Mais je m'égare, tout simplement. Sur cette carte, il y a un combat qui va être absolument légendaire. C'est un de mes chouchous, Azuma Nelson, contre une autre légende, Jeff Fenech, l'Australien, pour un combat qui va être incroyable. Comme je vous le dis, à la lumière du jour et peut-être de la chaleur, Azuma Nelson et Jeff Fenech sont sur le ring pour la possibilité du côté de Jeff Fenech de devenir champion une 4e fois. Et ça, c'est assez important, puisqu'à cette époque-là, il aurait pu rejoindre Leonard, Durant et Hearns. C'était très important pour lui. Jeff Fenech, qui au moment des faits doit avoir 27-28 ans, mais qui avait déjà pris une retraite à cause d'une blessure à la main. Une mini-retraite, hein, tu vois. Et puis Azuma Nelson, le grand Azuma Nelson, quoi. Je veux dire, au moment des faits, il a aussi 2 défaites contre Sanchez et contre Whittaker. Excusez du peu. Voilà, ça se place là. Et ça va être un combat dingue. Ça va être un combat absolument dingue, de férocité. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas, selon Boxing News, dans ses 100 plus grands combats, bien sûr ça change toujours, mais il l'avait mis quand même 64e, juste après McClellan contre Julian Jackson. Ça se pose là. Ça se pose là, et comme vous le voyez, ce combat, on ne sait pas à quoi marche Jeff Fenech, mais c'est hallucinant. L'agressivité de Fenech, les combos meurtriers qu'il lance à chaque fois. Azuma Nelson, indéniablement, doit gérer cette agressivité, c'est pas toujours simple. Ferrard, vers la milieu du premier round, Azuma va tenter un truc de dingue que je ne voyais que chez Archimour ou George Foreman. C'est se protéger comme ceci, puisque les attaques corps face de Jeff Fenech sont vraiment meurtrières. Donc c'est du à toi, à moi, avec des relances, si je puis dire, d'Azuma Nelson qui sont incroyables. Il y a un quadruple percute une fois, un quadruple crochet qui arrive. C'est excellent, mais une physionomie de combat qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a une férocité dans ce combat. Jeff Fenech amène une telle férocité, c'est assez incroyable à voir. Jusqu'au 12e round, c'est un combat extrêmement intense qui sera désigné, et là arrive la grande polémique vis-à-vis d'un duel, puisque ça va devenir un duel légendaire, ça va devenir un draw, ça va devenir un match nul, avec
un des juges qui mettra un 116-110 pour Azuma Nelson qui fera péter les plombs à Jeff Fenech. C'est plus que compréhensible. Pourquoi? Parce qu'à la vue du combat, effectivement, c'est très dur de ne pas donner ce combat à Jeff Fenech. Et c'est vous dire que le combat est incroyable et légendaire, c'est que Azuma Nelson ne démérite à aucun moment. Aucun moment il ne démérite. C'est incroyable à voir. C'est tout simplement, c'est un très très grand combat, un peu oublié, mais qui va faire que cette soirée du 28 juin va devenir absolument énorme. Et ce rematch maintenant entre Tyson et Ruddock, extrêmement attendu par tout le monde, de Showtime au petit gamin en France que je suis, on en parle tout de suite avec Antoine de 130 livres et bien sûr la voix de la boxe Christian Delcourt. Donc j'ai l'impression que ce rematch et le build-up qui en suit, j'ai l'impression que le match Tyson-Ruddock est un des combats les plus attendus et a laissé un gros souvenir aux abonnés de Canal de l'époque. Oui, le 28 juin 1991, ça commence avec une conférence de presse de Mike Tyson qui dit de Ruddock, écoute, tu vois, toi, je vais t'en faire ma petite amie. Vous savez, il était ouf. Et ça, c'était, voilà. Quand ça commence comme ça avec Mike Tyson, qui parle pas forcément de temps en temps beaucoup, ou même en conférence de presse, on se dit, là, ça va être bien. Et il y a donc ce premier combat et cette fin de combat que Donovan Razor Ruddock veut effacer de sa mémoire, veut effacer de la mémoire pugilistique. Et on est encore au mirage. Et il espère, Donovan Ruddock, que ça va se passer vraiment différemment. Et en fait, ça va aller loin jusqu'au 12e round. Il va y avoir du passage au tapis. Il y a surtout déjà ce premier round, une furie avec les deux boxeurs, mais une furie à la fin du premier round où ils continuent de s'échanger des coups. Et ce petit arbitre, là, on n'a plus Richard Steele, mais on a Mills Lane, une autre pointure au niveau des arbitres. Et on se dit, là, le petit Mills Lane, il va avoir du boulot. Et il va avoir du boulot pendant 12 rounds parce que ça va s'envoyer des deux côtés. Ça va aller au tapis du côté de Ruddock. Et surtout, on va avoir un Ruddock qui va terminer avec le visage et l'œil gauche très ensanglanté. Mais on aura vu un très très grand Donovan Razor Ruddock. Et alors, est-ce qu'on a vu un grand Mike Tyson? C'est aussi une autre question. Il y a des bons moments, effectivement, mais c'est un autre Mike. C'est plus le même Mike, Antoine. Ouais. Absolument. Il a ce qu'on a vu, alors ce qu'on n'a pas vu dans ces combats très brefs, mais ce qu'on a un peu vu contre Douglas, c'est-à-dire que ça bouge moins bien qu'avant, ça c'est sûr. Donc effectivement, ça donne plus l'opportunité à ses adversaires d'échanger en frontal. Contre Mike, c'est toujours risqué, mais il en prend. Il en prend beaucoup dans ce combat-là encore. Il en avait pris au premier, il en prend beaucoup au deuxième. C'est un combat, c'est un peu un festival de la faute, c'est-à-dire qu'il y a des points de pénalité dans tous les sens, parce qu'on tape après la cloche, ou pour les coups bas. Tyson met un nombre de coups bas, je pense qu'il a dû pisser du sang, si vous me passez l'expression, Ruddock, pendant un temps certain à l'issue du combat, parce que il lui inflige, et Lane fait constamment la remarque, au final il mettra que 2 points de pénalité à Tyson, il aurait pu lui en mettre beaucoup plus que ça. Il y a un knockdown dès le 2e round, après un break. En fait, un peu bêtement, Ruddock fait pas gaffe et après le break, il prend une droite, il tombe, il reste encore pas mal de temps au chronomètre. Regardez le combat, les pirates. Je ne comprends pas comment Ruddock fait pour survivre, en fait, à la fin du round. Et dès le 3e, il en met à Tyson. Pour moi, le 3e est pour Ruddock, donc c'est un combat, une grosse intensité. Il retourne au tapis au 4e. Objectivement, ça fait partie si on doit choisir les meilleurs combats de la carrière de Tyson, d'un point de vue pugilistique, ça fait partie des meilleurs. Alors effectivement, c'est pas le très grand Tyson, mais les combats ont une intensité assez exceptionnelle. Il y a plus cette dynamique de jeu de jambes, il y a plus des axements, le côté pendule si bien fait. Ouais. Voilà, c'est un autre Tyson comme tu le dis, mais c'est un beau combat, une intensité et un combat qui reste dans la légende, tout à fait. Alors il y a un truc chelou aussi, si tu me permets. On est sur Showtime, ouais. Et Jimmy Lennon Jr. dit Mighty Mike Tyson.
Oui. Mais qui est Mighty Mike Tyson? Alors ça, est-ce que c'était une tentative de Nouveau surnom. rebranding pour son passage sur Showtime ou etc. Tout à fait. Écoutez, mince, Mighty Mike Tyson. Ouais. Qui est ce type-là? Ouais, il rate son annonce. Il les ratera pas dans le futur, parce que c'est un bon, hein, Lennon, mais il rate un peu ses annonces. Et donc, à partir de là, c'est le dernier combat en carrière à cette période de Mike. Comment dire, sa vie est complètement dissolue, voilà. Il y a un passage en France de Mike en 91, je crois à la suite de ce combat. Je sais pas si Christian, tu as fait partie des gens qui ont essayé qui ont organisé avec Canal+ cette venue. Il y a Mike qui arrive, je crois qu'il visite un château parce qu'il était dit ah je vais m'acheter un château en France, pourquoi pas, et tout ça. Il y a ces images qui sont pour les fans hardcore de Mike, les images de Canal de Mike en 91 à Paris, c'est des images qui sont restées gravées dans notre cerveau. Est-ce que, Christian, tu as des anecdotes par rapport à cette venue? Est-ce que tu étais dans l'entourage ou pas à ce moment-là? Bah oui, ça avait été monté à l'époque par bon Charles Bietri, Ouais. donc qui était devenu un grand ami de notre ami Mike Tyson, et je me rappelle de Bruno Oppenheim qui gérait les droits à l'époque, un ami, et donc on avait fait venir Mike Tyson à Paris. Et il était arrivé, donc je me rappelle, sur le plateau de Canal+, avec une salopette verte. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, Ouais. mais il était une Torse salopette nu. verte, torse nu en dessous, et c'était hallucinant. Et donc Charles avait conversé, on avait fait une petite interview de Mike Tyson. Et alors surtout l'anecdote, c'est que Mike Tyson voulait absolument aller sur les quais de Seine, il voulait aller voir des pigeons. Parce qu'il savait qu'il y avait beaucoup de pigeons à Paris, et vous savez que Tyson, lui, il a cultivé l'art du pigeon chez lui. Et d'ailleurs, il y en a qui ont goûté de la férocité de Tyson quand on a tué un de ses pigeons lorsqu'il était gamin. Ça, c'était une des premières anecdotes. Mais là, du coup, Tyson veut aller voir les pigeons. Et là, le branle-bas de combat se met en marche ici à Canal, et on met les voitures, et hop, Tyson est là, et on emmène Tyson donc sur les bords de Seine, et on voit Tyson avec des images de pigeons. Et voilà, c'est l'une des belles anecdotes que l'on aura. Après, autant on est sorti à l'époque avec Marvin Hagler et Oscar De La Hoya, on avait raconté quelques stories. Mike Tyson, lui, il a fait tout ça dans son coin. Et voilà, je pense qu'il s'est bien amusé à Paris. Encore cette année 91. Pour comprendre le 7 juin 93, il faut comprendre, Christian, tu es bien d'accord avec nous, 1991, des deux côtés, Foreman et Morrison, parce que arrive son test. Il s'était déjà rencontré dans les sélections américaines en 88. Ça, ne l'oubliez pas. Mais il y a un test. Et là, un test qui va être malheureusement révélateur à ce moment-là pour Tommy Morrison. C'est ça. Et c'est dingue. Hein. Regardez l'affiche. Test of Courage. Tout est dit. Parce que à Atlantic City, dans une belle réunion justement, Tommy Morrison contre Ray Mercer, qui à l'époque a la ceinture WBO, si je ne m'abuse, et qui est une ceinture complètement mise de côté par le système. Enfin, c'est une sous-ceinture, on le considère comme une sous-ceinture à l'époque. Et c'est un premier gros test contre un champion olympique à l'époque, Ray Mercer. Et ben, en fait, va se passer malheureusement ce qu'on n'osait pas dans nos pires cauchemars, c'est que Tommy Morrison va faire de très bons rounds, et ce que les spécialistes envisageaient, c'est-à-dire comme ils disent, il manque de gaz, qu'il manque de caisse, dès le quatrième round, ça se sent, et à la première vraie tentative et accélération de Ray Mercer, qui est au cinquième round, ça se passe mal, il est entraîné dans les cordes, dans un coin même, et va se passer, là je mets la cover de Ring Magazine parce que ça a été un moment d'effroi pour toute la communauté, va se passer ce chaos, que tout le monde connaît bien sûr, et on se dit là, il a été exposé, Ray Mercer a exposé Tommy Morrison, il est bien beau, il est... ce blondinet est super en termes de promotionnel, mais face au dur de dur,
ça coince et en plus il se prend un KO assez dramatique. Oui, Vas-y Christian. oui, quand on parle d'un chaos dramatique, c'est vraiment pire que dramatique. Parce Ouais. que sur le ring, on n'est pas que deux, on est trois. Et On est voilà. trois, il y a un arbitre. Et il y a un arbitre qui, à l'époque, s'appelle Tony Pérez. Et Tony Pérez, il voit bien que le combat, il a complètement changé dans cette 5e reprise. Et que The Duke, qui semble épuisé, il n'arrive plus à respirer, il a la bouche grande ouverte. On se dit, déjà avant le début de la 5e reprise, il est déjà dedans, Morrison. Et quand on voit Morrison coincé dans les cordes, comme vous le dites, la fin du combat, c'est l'un des arrêts les plus brutaux de l'histoire. Il se fait mais écraser. Et Tony Pérez aurait dû arrêter le combat peut-être une dizaine de coups avant. C'est à la limite, c'est presque incompréhensible. On voit un pantin désarticulé tomber à terre. Et pour nous qui pensions que Tommy Morrison pouvait prendre sa revanche contre Ray Mercer, parce que en 88, donc il avait été battu par ce même Mercer aux sélections olympiques. Vous l'avez dit, Mercer qui va devenir champion olympique à Séoul, qui se couvre d'or. C'est quelque chose de terrible parce qu'on parlait de répétition ou de revanche. C'est pratiquement pire qu'une répétition. Là, Tommy Morrison, on se dit, il a atteint ses limites, même si on l'a dit, il avait le talent, il avait la puissance, il avait le cœur, la détermination. Mais ce soir-là, ce n'est pas le Tommy Morrison qu'on espérait. Et quand on parle de voir le grand espoir des poids, le grand espoir blanc de la boxe des poids lourds, malheureusement, on se trompe complètement. Voilà, donc tout est prêt. Ça doit avoir lieu en 91, c'est signé. Evander Holyfield contre Mike Tyson. Et c'est un des plus grands what if de l'histoire du sport, finalement. Eh oui, c'est un grand what if. Bien sûr que c'est un grand what if. Vous en ai parlé en long, en large, en travers dans tout mon historique YouTube, si je puis dire. Ce moment de ce combat fantôme, de ce combat qui n'est jamais arrivé, mais qui a été tellement présent dans nos esprits ce 8 novembre 91, aurait dû être comparable à The Fight of the Century qui a été en 71, 20 ans plus tôt, Ali contre Frazier. Ça ne sera pas le cas. Et encore une fois, je vous renvoie à toutes les vidéos dont je vous en ai parlé. Ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure d'un côté. Mais il y a aussi le fait que je vous expliquais en introduction que la concurrence dans ce milieu et dans ce business box est très claire. Et que ce combat avait été remporté totalement et intégralement par HBO. Voilà. C'était finalement le retour de Tyson sur HBO par cette entremise. Vous comprenez? Regardez d'ailleurs comment HBO faisait de la pub, mais en 4x4 partout, sur la télé dans la télé, qui s'appelle TVKO. À l'époque, leur soirée, ils appelaient ça TVKO. HBO se transformait en TVKO et ils étaient sur une lancée incroyable avec ce fameux combat, lui aussi devenu légendaire, entre Evander Holyfield et Foreman, qui avait pété les records d'audience et de pay-per-view surtout. Pété les records à l'époque, c'était vraiment un énorme succès, à la fois pour Donald Trump et le Trump Plaza d'Atlantic City, pour HBO. Enfin bref, c'était un énorme succès qui avait donné les reins extrêmement solides pour que HBO mette certainement tout sur la table pour avoir ce combat. Et comprenez que ce moment reste important, puisque en fait, on peut sentir on peut sentir quand même qu'il y a eu du torpillage ici ou là, puisque Showtime qui montrait enfin son visage, montrait à son public qu'il pouvait proposer des grandes soirées. Les soirées Tyson-Ruddock ont été très importantes pour Showtime, très importantes dans leur histoire, puisque jusque-là, Showtime ne pouvait s'enorgueillir de quoi? D'assez énorme, d'assez légendaire qui tiennent la dragée haute à HBO. Alors,
il y a d'autres soirées, mais principalement, ça sera quoi? Hagler contre Mugabe. C'est déjà 86, c'est leur début. Vous avez tapé fort sur leur soirée de début. Mais après il faut. La concurrence était toujours gagnée par HBO. Et donc, que ce combat ne se soit pas fait sous ces règles-là, je pense que ça a été important. Et ce qui expliquera qu'après des combats énormes se feront en co-diffusion, si tu veux, voilà, en partage de pay-per-view. On verra ça dans les années 2000, évidemment. Et aussi, si on peut dire, ironie de l'histoire, avec le possible torpillage des managers de Tyson, le froid entre Don King et HBO. Finalement, ce combat, qui n'arrivera que en 96, sera diffusé exclusivement par Showtime. Mais à l'époque, le point d'interrogation est énorme sur Holyfield, et bref, les conditions et les statures ne sont pas exactement les mêmes, mais l'ironie du sort et l'ironie de l'histoire est quand même là. Bref, c'est pas un combat, mais c'était tellement important, ne serait-ce que la conférence de presse, que ça a été un moment énorme de 91 et qui explique beaucoup de choses, qui explique beaucoup de choses sur l'année, sur la décennie qui arrive. Et puis arrive 1991, où il y a les championnats du monde amateurs qui se font où? Qui se font, si je ne me trompe pas, à Melbourne, Australie. En tout cas en Australie, ouais. En Australie. Et là, il va être étincelant. En 91, l'URSS n'existe plus. C'est l'effondrement. C'est-à-dire que c'est quand même des athlètes qui vivent un effondrement. Vous comprenez que tout s'effondre, les bases de leur société. Il n'y a plus rien. C'est le chaos. Mais lui, avec l'équipe russe, il va là-bas et il fait un tournoi, beaucoup disent que c'est un des tournois les plus géniaux qu'ils ont vus. Et avec une finale, qui est une finale, on ne le sait pas, mais qui est une finale légendaire, contre Vernon Forrest. Oui. Contre Vernon Forrest, qui est en finale. Vous avez Tue Forrest, c'est quand même assez légendaire, et Tue est le grand vainqueur des championnats du monde et devient le champion du monde amateur que tout le monde voit, que tout le monde veut. Et voilà. Est-ce que tournoi et surtout finale facilement trouvable sur YouTube, hein, les amis. As-tu un mot à dire sur ce fameux tournoi qui va changer sa vie? Très, très simplement, Forrest avait, pour le coup, ceux qui connaissent Forrest peuvent se le dire, Forrest avait vraiment une très belle boxe amateur. C'était un pur technicien, Vernon Forrest. Et qui fera les JO de Barcelone l'année suivante. Voilà. Et surclasser ce mec-là en boxe amateur, c'est vraiment un gros défi. Parce que un type aussi solide techniquement, c'est sur 3 rounds, c'est très 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 complexe. Et Tue gagne de mémoire assez nettement. Et en effet, ça pose un pédigré. C'est en parler, c'est le combat de remplacement, on est fin 91, voilà, et puis ça va être un combat surprise finalement contre un personnage de l'époque, voilà. C'est contre Bert Cooper à Atlanta, ville de Holyfield, qui est un combat de remplacement finalement. Je te laisse en parler. Je vais chercher de l'eau et je te laisse en parler. Bert Cooper, c'est un très grand motif, c'est-à-dire que il a fait partie de ces poids lourds qui, dans un bon soir, pouvaient faire tomber n'importe qui. Oh oui. Après, c'était un type qui n'avait pas une hygiène de vie irréprochable. C'est un gars dont la carrière a jamais été managée comme la carrière d'un futur champion. Mais c'est un mec, et on l'a aussi vu contre Michael Moorer, qui, une fois de plus, un bon soir, avait le punch et les instincts de boxeur. Il était assez vite de bras pour un poids lourd. Ça pouvait être une très mauvaise soirée. Une très très mauvaise soirée. Puisqu'un an avant, il fait un slugfest contre qui? Contre Ray Mercer. Non, mais c'était un boxeur que personne aimait boxer, en gros. Et inversement, les fans l'aimaient bien, parce que dans ces bons soirs, ça donnait des slugfests c'était souvent la slugfest de l'année, mine de rien, même si c'était pas le pédigré le plus incroyable pour un poids lourd.
Et ça rate pas. Ça rate pas parce que Holyfield, qui jusqu'à présent, dans sa carrière de lourd léger et sa carrière de naissante de poids lourd, n'avait jamais été compté, il est compté contre Cooper. Il est tombé. Alors il est compté. Je crois qu'il tombe pas par terre. Je crois qu'il est dans les cordes, mais qu'il mange gras et que l'arbitre décide que les cordes l'ont retenu et que etc. Mais ça donne un vrai bon combat et Holyfield a un mérite. Là encore, parce qu'il s'est fait avoir, il s'y attendait pas, il s'est fait avoir. Mais il fait le job, il se débotte pas et il finit par avoir le dessus, mais non sans avoir sacrément valsé et le combat en vaut la peine. On est à Paris, on est à Bercy, on fait revenir le phénomène Terry Norris, qui est connu des Français grâce à ce qui s'est passé l'année précédente, donc contre Jorge Castro. Voilà, avec un combat, encore une fois, à mes yeux, totalement dominé de la tête et des épaules par Terry Norris. Castro ne peut absolument rien faire. C'est une démonstration de boxe qui se passe à Bercy. Christian, tu étais sur place ce soir-là? Oui, j'étais sur place, mais moi j'avais commenté les premiers combats. Notamment, il y avait Fabrice Chiozzo qui était dedans et c'est Charles et Jean-Claude qui étaient aux manettes et qui nous avaient fait vivre ce combat. Et c'est vrai que de le regarder de côté sans le commenter, on s'est aperçu que en fait c'était pas un combat mais c'était un non-combat parce que on n'a jamais imaginé et vu Jorge Castro avoir une seule lueur de pouvoir inverser un score qui était parti dès le premier round. Et d'ailleurs quand on voit les scores des arbitres et notamment du français Alfred Azaro, lui il avait tout vu pour notre ami Norris avec un 120-112, voilà, bon, c'était haut la main, quoi. Tout à fait. Alors, anecdote, Christian, alors, c'est pour se remémorer quelqu'un qui, je pense, était important pour tous les gens qui nous regardent. Tu seras d'accord, Christian? Tu sais qui fait le speaker? Parce qu'il y a le speaker sur le ring au moment du grand combat de Terry Norris, qui fait le speaker pour le public. Tu sais, oui Antoine, tu sais. Vas-y Antoine. Pierre Sled. Il y a Pierre Sled et il y a Thierry Gilardi. Il y avait Gilardi. Il y a Thierry Gilardi, le jeune Thierry Gilardi, qui font les speakers. C'est marrant de les voir faire les speakers. Ça, c'était la petite anecdote qui ravira les gens qui les ont appréciés. Alors ça, c'est une tuerie. Ça, Mike McCallum contre James Toney en décembre. Voilà, il fait plusieurs combats d'ailleurs entre Monaco et celui-là, mais rien de mieux pour conclure l'année. Dans un duel, quelque part, alors ce combat sera un draw, si je ne m'abuse, mais quelque part on s'en fout. Oui. Quelque part, moi, en tant que fan, je m'en fous, parce que c'est la suite Science qui t'est expliquée. T'as 12 rounds de cours universitaires sur ça. Un James Toney qui est au top, Mike McCallum qui est toujours au top, alors que James Toney, c'est un jeune loup, McCallum est un vétéran. Grand combat pugilistique à connaître. Et il fallait que ça soit un grand Mike McCallum ce soir-là. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Ouais. C'est un combat génial. Exercez-vous à pointer, à scorer. Regardez le combat McCallum-Toney 1, round par round, et forcez-vous à dire ce round-là, c'est un tel qui l'a gagné. C'est extrêmement dur. C'est vraiment des qualités et des défauts différents chez les deux combattants. Alors, tu l'as dit, hein, on est vraiment le vieux lion contre le jeune qui en veut, parce que McCallum est né, je crois, en 56, tandis que Toney est de 68. Donc ça commence à peser malgré tout. Il y a une douzaine d'années d'écart entre les deux. C'est vraiment pas rien. Toney, on l'a vu apparaître à l'issue d'un succès très inattendu contre Michael Nunn, qu'on plaçait très haut, dont on disait que ça allait être un immense champion des middleweight, qui au final aura été un bon boxeur, mais qui aura été le révélateur de James Toney. Et Toney, donc, c'est un peu le contraire de McCallum, c'est-à-dire que c'est en termes d'éthique de travail, en termes de il aimait bien les chips, il aimait bien la bamboche, mais c'est un QI box, c'est une espèce de génie stratosphérique.
Enfin, c'est un type qui avait le neurone qu'il fallait. Et donc, alors, Tonnet dans son style de counter-puncher, avec Bill très Miller. peu mobile. Ouais, tout à fait. Excuse-moi. Avec Bill très Miller peu dans son coin. mais insaisissable, mouvement de tête, mouvement du buste, le sens du timing pour contrer en permanence. Tout le temps. Déjà très puissant physiquement. Il a déjà à cette époque-là l'avantage de puissance sur McCallum. C'est lui le plus fort en quelque sorte. Et McCallum le prend en boxeur. Il tourne, il jab, il essaye de construire, de construire la victoire round après round. C'est objectivement, moi j'ai essayé de scorer ce combat, j'ai regardé comment les gens le scoraient, je suis allé voir sur internet, etc. Il n'y a pas deux personnes qui voient la même chose dans ce combat-là. C'est extraordinaire de ce point de vue. Une chose est vraie, et ça pour le coup c'est à mettre au crédit de James Toney. Le dernier round, il met en difficulté McCallum comme personne ne lui infligera un traitement pareil sur un ring. C'est que McCallum survive au 12e round est un truc hallucinant. C'est vraiment parce qu'il y a un des juges, quand tu vas voir les pointages, qui mettra 18, alors que McCallum ne va pas au sol. Mais c'est dire à quel point McCallum est dominé et prend des coups. Je comprends toujours pas comment il a survécu. Voilà, pour être tout à fait sincère. Et sinon, c'est alors pour l'anecdote, je crois qu'en pointant ce combat, je crois que j'ai dû mettre une fois 7-5 et une fois 6-6. Une fois 7-5 McCallum et une fois 6-6. Tu vois. Mais vraiment, il y a aucune vérité. Enfin, la vérité, c'est que ça a donné un match nul, mais il y a aucune vérité absolue sur ce combat-là. Très sincèrement, tu vois Tonnet, tu vois McCallum, tu vois nul, t'as raison. Voilà. Et l'intérêt, l'intérêt primairement sportif, victoire ou défaite, quelque part n'est même plus important, comme je vous dis, parce que si vous êtes des étudiants du game, c'est un cours magistral. J'ai difficilement en tête plus grand cours magistral que ce combat, avec un Toney qui pour moi aussi, comme on dit, fait goûter sa médecine à McCallum, parce que Toney a un côté McCallum. Et il peut rester en face de toi, mais il peut aussi très bien désaxer ce que adore faire McCallum, et donc McCallum peut pas faire ça. Et donc il est plus boxeur, donc il est plus, tu sais, ça tourne plus, et aussi ce que n'a pas réussi à faire Julian Jackson, c'est-à-dire faire le point. La droite de Toney, elle y arrive parfois. Il y a des droites en ligne qui arrivent aussi, c'est incroyable. Enfin bref, c'est un combat magistral, et il est perçu comme tel dès qu'il est fait. Il est perçu comme tel, voilà, et c'est un grand duel. Et voilà, mes chers amis, l'année 91 se finit là avec un masterpiece à connaître, évidemment. L'année 91, quelle pépite. On reste dans une époque bénie, absolument bénie. On reste dans la continuité 90, 91. Et c'est une année tellement belle et folle qu'elle va créer le tumulte pour plusieurs années. Voilà. Puisque l'année 92, 93, l'intérêt sur la boxe sera énorme. Alors, et c'est ça le tour de force de cette décennie 90, alors que la figure tutélaire, la figure indépassable, la star absolue du moment, Mike Tyson, va être emprisonné et donc sera absent des rings. C'est-à-dire que la plus grosse star est absente, mais la boxe va être enivrante et va faire chavirer énormément de monde et sera au top de l'intérêt sportif pendant presque toute une décennie grâce à ça. Ça veut dire qu'il y avait une force dans ce début de décennie, et notamment en 91, il y avait une force à l'intérieur du sport et du business qui a fait que le rayonnement a pu être fort pendant des années d'absence. 1991, c'est une année indispensable. Absolument indispensable. J'espère que vous avez kiffé. Les années de la boxe, évidemment, ça n'est jamais fini. D'autres arriveront prochainement. J'espère que vous avez kiffé. La playlist des discussions Hall of Fame et la playlist des discussions l'année de la boxe sont en description de cette vidéo. Allez, plongez-vous-y. Croyez-moi, vous allez vous régaler. Allez, moi je repars déjà écrire une nouvelle année de la boxe.
parce qu'on peut pas s'en passer. Portez-vous bien. Ciao. Et boum.